Bienvenue dans La Voix entre nous, le podcast où le lien devient parole. Je suis Marielle Guémot, coach relationnel, et 2 fois par mois, je t'invite à t'asseoir avec moi pour une conversation posée. Une voix parmi d'autres qui vient faire résonner la tienne. Ici, on parle des relations qui tissent nos vies. Celles qui nous élèvent, nous blessent parfois, mais toujours nous révèlent. De temps en temps, je tends le micro à des personnes qui œuvrent pour un rapport plus vrai à soi et donc aux autres. Respire et entre dans l'espace, entre nous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Voix entre nous, le podcast où le lien devient parole. Alors aujourd'hui, j'enregistre un épisode en solo, après avoir fait quelques épisodes où j'ai partagé le micro avec des personnes, des femmes notamment, passionnantes. J'ai enregistré un épisode avec Christine Wong, une artiste, entre autres, qui nous a présenté à travers son récit l'origine divine de sa créativité. J'ai enregistré un épisode avec Jennifer Joyce, qui nous a livré un témoignage d'une grande intensité sur une expérience hallucinante qu'elle a vécue lorsqu'elle faisait partie d'une église évangéliste. Avec Fabienne, de Mini Glow Up, nous avons parlé de ce que sa rupture lui a appris des erreurs à ne pas commettre pour ne pas devenir maman solo de plusieurs papas. Et Manuela, médiatrice en séparation, nous a livré ses meilleurs conseils pour garantir la survie du couple parental à la mort du couple amoureux. Et j'ai enregistré un épisode avec Justine et Gaëlle, deux professionnels du Jianzhu, un soin aquatique, que je ne peux que vous conseiller, et qui nous ont parlé de leur rapport à l'espace et à la liberté à travers le récit des voyages qui ont forgé leur identité. L'exercice de l'interview, je trouve ça vraiment très agréable. J'adore partager avec des personnes aussi passionnées que moi. J'ai beaucoup appris et je prends vraiment du plaisir à monter les épisodes de façon à ce qu'ils soient immersifs et que vous puissiez plonger profondément dans le récit des personnes que j'invite dans cet espace. Aujourd'hui, dans cet épisode en solo, je voulais revenir sur un atelier auquel j'ai participé il y a maintenant 2 semaines. Alors, j'aurais aimé à la base vous faire un retour à chaud, mais le temps m'a manqué, donc c'est pas grave. Je vous fais un retour finalement avec 2 semaines de recul, ce qui n'est pas plus mal. Ça me permet vraiment d'avoir, justement le recul. Et je me dis que comme ça, ma réflexion a pu être maturée, si je puis dire. Alors, pour vous remettre un peu de contexte, l'atelier auquel j'ai participé, il a été organisé par Les Comptoirs des Créateurs et Utopia Matcha, donc Christine Wong et Laetitia. Ces 2 femmes entrepreneurs du sud de l'île de la Réunion, puisque ce podcast est enregistré depuis la Réunion, ont pris l'initiative d'organiser ce qu'elles appellent des inclusphères. Donc ce sont des espaces dans lesquels des professionnels peuvent venir partager sur leur expertise sous différentes formes. Et depuis, chaque mois, elles reçoivent le public au comptoir, enfin à l'espace Odonat, pour des ateliers divers et variés. Et là, en l'occurrence, l'atelier dans lequel je me suis rendue il y a 2 semaines, c'était le 3e atelier de l'Inclusphère qui s'intitulait « Ton image, ton premier pitch » et qui était animé par la superbe Johanna Chizismon. J'espère que je prononce bien son nom. Donc Johanna, elle est conseillère en images et elle nous a proposé un atelier qui a duré à peu près 1h30 à 2 heures, plutôt 2 heures même, et dans lequel, contrairement à ce que je pensais, elle nous a invités à aller beaucoup plus en profondeur sur l'image qu'on dégage. Alors, mes intentions en allant à cet atelier, c'était de pouvoir parfaire mon image. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment à cœur de prendre de plus en plus la parole et je ne me sens pas trop à l'aise avec notamment mes fringues parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis devenue mère depuis, maintenant 4 ans et le corps que j'ai aujourd'hui n'est pas le corps que j'avais avant mes grossesses, avant ma maternité. Donc je suis rentrée depuis, 4 ans dans une forme de vortex maternel qui fait que je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à mes tenues vestimentaires, à mon apparence physique. Je me suis pas non plus négligée, mais disons que mon apparence physique n'a pas été ma priorité. Cette année, j'ai beaucoup nourri la partie intellectuelle, donc pas forcément avec des formations, mais par,
des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes, hyper inspirantes par la lecture et cetera. Et comme j'ai à cœur, avec le podcast notamment, de prendre la parole peut-être de façon filmée, je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de regarder un petit peu où est-ce que je me situe aujourd'hui au niveau de mon image. Parce que l'idée, ce serait que, lorsque je vais vous proposer des podcasts filmés, parce que c'est mon ambition, je pense, d'ici 2026, ce serait, en fait, j'ai besoin d'être à l'aise avec mon image pour pouvoir être libérée du stress de la posture. Vous savez, quand on n'est pas à l'aise avec son image, ça se ressent sur la posture, ça se ressent sur le discours, ça se ressent sur la profondeur du propos, l'énergie globale du discours, vous voyez? Puisque forcément, on est focalisé sur ce qui ne va pas. Et donc, ça dessert forcément la profondeur du propos et ce que je pourrais éventuellement avoir d'intéressant à vous partager. Donc, moi, j'ai envie, de me sentir bien avec mon image, j'ai envie, de me sentir, à l'aise, j'ai envie de pouvoir assumer les vidéos que je vais filmer en 2026 et j'ai surtout envie que mon image ressemble à la personne que j'ai envie d'être, en fait. Donc, je m'étais dit que c'était la bonne occasion de pouvoir mettre un pied sur la prochaine étape de mon évolution professionnelle. Donc voilà, donc ça, c'est mes intentions en allant à cet atelier. Donc quelles sont les datas et les informations clés qui m'ont marquée? Alors, vous savez, en tant que coach, il y a un incontournable en coaching, c'est la communication. On sait que la communication, ça fait partie intégrante de l'expression de soi au plus proche de notre réalité. C'est-à-dire que la façon dont on va s'exprimer va plus ou moins donner la profondeur, mais surtout l'authenticité et l'intégrité de qui on est. Coupez le chapitre 2. Mais c'est un chapitre important. On tire sur Fitz dans le chapitre 2. J'ai réécrit le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est celui où je touche le cœur du peuple en jouant sur la corde sensible. Le peuple se fiche éperdument de votre cinéma, Mélie. Ce qui l'intéresse par contre, c'est vous. Faites tomber le masque et offrez-leur un aperçu des recoins les plus sombres de votre âme. Ça implique de couper le chapitre 2. Expliquez-leur plutôt pourquoi vous êtes resté. Quoi? Quand vous avez découvert que Fitz avait une maîtresse et que vous avez fait comme si de rien n'était. Pourquoi? Il manque ce chapitre. Et c'est ce chapitre que le peuple américain veut lire. C'est celui que moi je veux lire. C'est celui que tout le monde veut lire. Pourquoi vous êtes resté? Pourquoi avoir menti? Était-ce par ambition ou par amour? Qu'est-ce qui la poussait? Était-ce pour Fitz ou pour la Maison Blanche ou pour sa pomme? Que Madame Mélie Grant a préféré ne rien voir pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Vous aviez un amant? Vous meniez votre vie de votre côté? Parce que quand Fitz se tapait une autre femme, on avait l'impression que vous vous en fichiez. Alors pourquoi? Vous êtes très forte pour séparer travail et vie privée. Vous avez voulu Olivia Pope. Vous avez Olivia Pope. Et donc en coaching, on va avoir différents outils en termes de communication. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est la communication non violente, qui est assez connue dans le milieu. Et finalement, ce n'est pas tant les mots qu'on va choisir qui vont impacter la conversation, qui vont impacter l'échange, ça va être notre posture. Et qu'est-ce que j'entends par posture? Eh bien, ça va être tout le non-verbal, la façon dont on va se tenir, comment on va utiliser nos mains, de quel côté on va placer notre tête, et cetera. Donc concrètement, comment on utilise notre corps pour communiquer avec notre environnement. Et puis on va avoir le paraverbal qui concerne tout ce qui est de l'ordre du ton, du rythme, de la respiration, des silences, et cetera. Donc en fait, tout ça parle beaucoup plus lorsqu'on communique que les mots qu'on va employer. S'il y a un chiffre que vous devez retenir, c'est que finalement, dans la communication, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, les mots que vous allez employer, ça va représenter à peu près 5 de la communication. 5 du message que la personne va retenir. Et 95 du reste, c'est du non-verbal et du paraverbal. Donc c'est pour vous dire à quel point finalement ce que vous dégagez, votre apparence physique, a une importance capitale dans votre façon de communiquer. Maintenant, je vais partager avec vous quelles étaient les croyances que j'avais en allant à cet atelier et comment finalement elles se sont transformées. Qu'est-ce que j'ai découvert en faisant les exercices que nous a proposés ce soir-là Johanna?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai, de par mon métier, plutôt l'habitude d'aller chercher l'information à l'intérieur pour l'amener vers l'extérieur. C'est-à-dire que je vais naturellement fonctionner de façon introspective, en allant regarder ce qui se passe en moi en termes de pensée, de croyances, de besoins, ce qui se passe dans mon corps, et cetera, pour pouvoir trouver des réponses sur un blocage, un obstacle, une situation inconfortable, et cetera, et cetera. Or là, ce que nous demandait de faire Johanna, c'était de commencer de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Et qu'est-ce que la première impression que nous nous faisons, de cette personne avait à nous raconter sur elle et sur son identité? Donc moi, la première croyance que j'avais, c'était que s'arrêter à l'apparence physique, ça relevait de la paresse relationnelle. Pour la durée de l'atelier, Johanna nous demandait donc de nous mettre en binôme. Donc j'étais avec une femme que je ne connaissais pas, que je voyais pour la première fois, et l'idée c'était de dire ce que je voyais d'elle à la première impression. Donc ça n'a pas été un exercice évident, et en même temps, j'ai aimé prendre, le temps de regarder la personne que j'avais en face de moi. Et d'ailleurs, c'est assez déroutant, d'autant qu'on m'a toujours appris à ne pas dévisager les gens parce que ça ne faisait pas, c'était malpoli, et cetera. Ce savoir observer, c'est particulier aussi. Mais on accepte et on joue le jeu, et l'exercice se poursuit. Deuxième croyance que j'avais, ne pas se fier aux apparences. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on se présente à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va avoir tendance à se présenter sous son meilleur jour. Donc on va sourire pour pouvoir paraître avenant, on va être dans une posture d'ouverture ou de fermeture en fonction du contexte. Le regard va être plus ou moins soutenu, le dos droit en public, alors qu'en privé, on dit H24 avachi. Bref, il y a une intention dans notre façon de nous tenir en public, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc je partais du principe que la personne que je voyais pour la première fois, eh ben, c'était pas vraiment elle quelque part, mais plutôt son personnage, vous voyez? Une personne qui est habillée de son masque social. Et c'est vrai en soi. Mais moi, ce que j'ai fini par intégrer ce jour-là, c'est que finalement, notre inconscient parle beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire que même si on vient, par exemple, je me suis présentée à cet atelier toute seule. J'avais les intentions, que je vous ai présentées tout à l'heure. Mes intentions étaient claires. Et puis, j'avais aussi envie de partager. J'avais envie de créer du lien, j'avais envie de me sentir acceptée par le groupe. Donc je me suis préparée à venir à ce rendez-vous de façon plus ou moins consciente, même je dirais même de façon inconsciente, et c'est une fois arrivée là-bas que j'ai fait l'exercice et que j'ai soudain conscientisé la manière dont je m'étais préparée pour venir. Je m'étais préparée de façon à me sentir acceptée par le groupe, pour pouvoir être nourrie des échanges que j'aurais avec les personnes qui étaient présentes. Et donc c'est là finalement que le lien entre le masque social et les intentions prend tout son sens. Avant de continuer, je vais vous partager la première impression qu'a eu mon binôme, qui s'appelait Déborah, en ce qui me concerne. Les 3 premiers mots qui lui sont venus à l'esprit en me voyant, c'était élégante, douce et discrète. Et je me suis reconnue dans ce qu'elle décrivait. Mais ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'était le contraste entre cette description et le feu maîtrisé qui m'embrase à l'intérieur, que j'ai appris à apprivoiser au point de pouvoir associer mon identité à un mot comme douceur. Si vous saviez tout le chemin qu'il m'a fallu parcourir pour en arriver là, pour passer de le feu me consume à le feu me réchauffe, rien que ça, j'en étais tout émue. Donc si je devais résumer en quelques phrases quelles étaient mes croyances et ce que j'ai découvert, je dirais qu'au départ, je pensais que la première impression était tellement chargée de masque social qu'elle était fausse. Or, il savait que la première impression n'est pas fausse, elle est même plutôt vraie, simplement elle est incomplète. Et donc ça m'a amené à une autre question, à savoir, en quoi mettre de la conscience sur l'image que l'on renvoie est moins superficielle qu'on ne le croit? Vous connaissez tous l'expression: «L'habit ne fait pas le moine». Mais ce que je venais de prendre conscience donnait du sens à la réplique: «L'habit ne fait pas le moine, mais c'est à son habit qu'on reconnaît un moine». Je m'explique. Lors de cet atelier, Johanna nous accompagne avec brio à regarder quelles étaient la cohérence entre notre style
et le message qu'on souhaitait envoyer. Et c'est là que le fait de travailler en binôme s'avère intéressant, parce qu'il faut alors se présenter à la personne. Et cette présentation nous permet de répondre à la question. Tu écoutes La Voix entre nous. Et si on parlait un instant de toi ? Peut-être que tu sens que certaines relations te pèsent, t'épuisent ou t'empêchent d'avancer. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes accompagnements de coaching relationnel. Selon ton besoin, tu peux choisir un rendez-vous unique, l'Austral Flash, pour éclairer une situation précise. Ou un accompagnement plus profond, comme ma détox relationnelle, un parcours de 3 mois pour transformer en profondeur ta façon de vivre tes relations. Pour en savoir plus, rends-toi sur www.soamicoaching.com, SOAMICOACHING, ou retrouve-moi sur Instagram sur la page soami.kenda, SOAMI.KENDA. Parce que ce qui a été blessé par la relation sera guéri par la relation. J'ai créé un espace de transformation profonde qui n'attend que toi. Et je le savais sans jamais vraiment avoir approfondi la question, mais le style vestimentaire avec lequel on choisit de se présenter au monde parle énormément de nous quelque part. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un, on va la voir pour la première fois et on va avoir un avis sur cette personne qui va être plus ou moins conscient. Dans cet atelier avec Johanna, ce qui a été intéressant dans l'exercice, ça a été d'intellectualiser ce qui, la plupart du temps, reste au niveau du ressenti. C'est-à-dire qu'on va ressentir qu'on ne peut pas sentir cette personne, on va ressentir qu'on va bien s'entendre avec cette personne, on va ressentir que cette personne est de confiance, on va ressentir que cette personne a l'air plutôt perturbée, etc. Dans cet exercice, Johanna nous a invités à mettre de la conscience sur les éléments qui nous permettaient de déterminer la cohérence entre le style vestimentaire, entre les couleurs qu'on a choisi de revêtir, entre les chaussures qu'on a choisi de mettre, entre la coiffure qu'on a choisie, etc. Et ce vers quoi on voulait aller finalement. Parce qu'on a tous un objectif. Non, on n'a pas tous un objectif. Je pense qu'on a tous des envies, on a tous des désirs, du moins, mais certaines personnes vont s'autoriser à structurer leurs désirs pour les transformer en objectifs et se donner les moyens de les réaliser. Et lorsqu'ils sont dépassés par la tâche, se font accompagner par des coachs notamment. Si vous avez compris ça, vous avez compris le sens de ce que je fais comme métier. Fin de la parenthèse. Donc, ce que j'ai trouvé génial avec l'exercice de Johanna, ça a été de regarder comment je faisais le parallèle entre mon objectif, notamment mon objectif professionnel, et mon image. Est-ce que concrètement, l'image que j'avais à ce moment-là était en accord avec l'objectif que je m'étais fixé? Pour Déborah, mon binôme, la réponse était oui. Mais ce que j'ai trouvé magique dans cet exercice, c'était de me rendre compte que cette femme, qui ne me connaissait pas, juste en intellectualisant sa première impression, a réussi à mettre le doigt sur des éléments particuliers de ma personnalité. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc, on en arrive déjà à la moitié du podcast. Cet épisode est un peu plus court que d'habitude puisque je suis toute seule à discuter, mais il est temps que je vous dise avec quoi je repars de cet atelier. Quelles ont été les prises de conscience que j'ai faites, mes pistes de réflexion et mes nouvelles intentions. Alors déjà, une prise de conscience qui a été hyper marquante pour moi lors de cet atelier, ça a été de voir avec quoi j'associais les réponses de mon binôme lors de ce troisième exercice. Si je m'arrête aux faits, elle me dit que naturellement, je dégageais une forme de charisme qui lui faisait penser à des personnes travaillant notamment dans le secteur du droit, comme des avocats ou des juges, comme si j'avais quelque chose à défendre, comme si cette autorité avait quelque chose à défendre. Et c'est là que commence ma propre interprétation qui va se dessiner autour du mot autorité. Et j'ai trouvé ça hyper percutant parce que cette autorité, qui fait partie de mon identité, elle n'a pas toujours été acceptée par tout le monde. Moi, je fais vraiment partie de ces femmes à qui on a pu reprocher tout au long de sa vie d'être une rageuse. Alors, à la décharge de ces personnes, il y a eu des fois où mon agressivité était avérée. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des fois, de nombreuses fois, où le simple fait d'être ferme dans mes limites ou sur mes positions était déjà vu comme une agression. Parce que, à l'époque dans laquelle j'ai grandi, une femme se devait d'être malléable,
arrangeante, pour ne pas dire docile, et s'exprimer sur un volume sonore suffisamment bas pour qu'on puisse éteindre son intervention en lui coupant la parole sans que ça paraisse gênant. Or, je n'ai jamais eu aucun problème avec le conflit, donc je n'ai jamais eu de mal à me redresser avec la puissance adéquate au rétablissement du respect qui, vraisemblablement, n'allait pas toujours de soi. Une fois, j'ai même une employeur qui a décidé de mettre fin à ma période d'essai parce que, je cite: «Votre autorité naturelle me met mal à l'aise». Donc pour vous mettre un peu de contexte, il s'avère que c'est une femme qui gérait très mal son stress et cela la rendait tyrannique au quotidien puisqu'elle avait besoin que tout le monde soit au même niveau de stress qu'elle. Donc dans sa manière de s'adresser aux assistantes qui étaient là avant moi, il n'y avait absolument rien qui allait. Le ton, les mots, hurler sur l'assistante: «Vous êtes complètement stupide ou quoi?» Ça, c'était la base, donc c'était tous les jours. Tous les jours, la dame arrivait au bureau, «On a un gros, 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 gros problème». Je spoiler alert, enfin non, c'était pas un gros problème, c'était, une chose à faire, en fait. Chaque nouvelle tâche qui arrivait, elle le voyait comme un problème et donc elle parlait mal aux assistantes et cetera et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, pas une fois, je dis bien pas une fois, elle n'a osé, en 2 mois que j'ai passé là-bas, s'adresser à moi de la sorte. Le problème, c'est que du coup, mon arrivée dans son système tyrannique l'obligeait à se repositionner. Chose qu'elle n'avait pas forcément envie de faire parce que, forcément, quand tu es dans une zone de confort qui marche pour toi, quand tu confonds être crainte et être respectée, tu n'as pas envie d'avoir à revoir ta posture, ta façon de parler et cetera. Donc, elle a préféré mettre un terme à ma période d'essai parce qu'elle savait que le comportement qu'elle avait avec mes collègues n'allait pas être du tout possible avec moi. Au départ, elle m'a fait croire que je faisais peur à tout le monde, que tout le monde allait avoir peur d'aller vers moi et cetera, ce qui était, dans les faits, totalement faux. J'en veux pour preuve, les invitations à déjeuner, à prendre le café et cetera. Donc je voyais bien que son discours ne tenait pas la route. Donc puisque sa décision était prise et que je l'acceptais, je lui ai proposé lors de l'entretien qu'on se parle ouvertement et qu'elle me dise en toute honnêteté ce qu'elle avait à me reprocher. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'explique que voilà, votre autorité naturelle, me fait un peu peur, je pense que ça va pas coller. Au niveau de votre travail, c'est nickel, mais j'ai un doute sur le profil et elle avait raison en soi, hein, car, lorsqu'il s'agit d'embaucher quelqu'un, partez du principe que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Pour autant, je peux pas dire que cet événement m'a laissée indifférente. Je dirais même que sur le coup, il m'a bouleversée parce que je me suis sentie rejetée, encore une fois, pour qui j'étais. Donc je vous passe tous les éléments racistes que j'ai vécus lors de ce court séjour dans cette entreprise parce que c'est pas du tout le sujet de ni l'objet de l'épisode du jour. Mais vraiment, ça m'a chamboulée. Quand j'étais ado, pareil, je portais, en moi une forme de colère et de rébellion qui a souvent été, taxée de rage. On m'appelait Hulk et Hulk, ben, elle ne se laissait pas faire, elle ne se laissait pas marcher dessus, ni par les élèves, ni par les adultes et elle défendait avec ferveur les personnes qui, à son sens, nécessitaient de l'être. Et ben, forcément, ça se plaisait pas toujours. Donc quand on n'a pas envie d'écouter le fond, la plupart du temps, on va s'arrêter sur la forme. En général, quand j'ai été ferme sur mes positions, donc quand j'ai posé mes limites, assez souvent, j'ai subi le cliché de la angry black woman. C'est vraiment quelque chose qui m'a un peu collé pendant des années. Bon, aujourd'hui, j'ai roulé ma bosse, j'ai déconstruit pas mal de choses, j'ai appris à cultiver le respect sans avoir à entrer en confrontation. Aujourd'hui, j'ai aucun mal à reconnaître lorsque je suis dans le débordement et l'agressivité, ou lorsque c'est juste une personne qui n'est pas câblée pour entendre ma vérité. Donc, pour en venir à mon binôme, le fait qu'elle mette en lumière cette énergie-là en moi, j'avoue que ça m'a un petit peu bouleversée. Et ça m'a renvoyée aussi à la notion de la construction de la personnalité. Parce que la personnalité, c'est quelque chose qui va se modeler en fonction de notre environnement, en fonction des personnes qu'on va fréquenter, en fonction de ce qui va nous inspirer, et cetera. Et d'un coup, lors de cet exercice, bah, j'étais un peu propulsée dans le passé. Je me suis demandé, mais comment j'en étais arrivée concrètement à me construire autour de cette énergie d'autorité? Comment cette énergie s'était invitée dans mon champ pour s'installer de façon si ancrée? Alors déjà, il y a la culture. Mon père est congolais, ma mère est guadeloupéenne. Donc dans la culture afrodescendante, l'autorité, ça fait peur à peu près à personne. C'est une seconde nature, si je puis dire. Et ça peut être assez pénible pour les personnes qui usent
d'autorité forcée. Quand je parle d'autorité forcée, c'est quoi? Ça va être ce professeur qui va te rabaisser parce que, en te rabaissant, ça lui permet de se sentir vraiment en hauteur par rapport à toi. Ce supérieur qui a décidé de faire de toi son larbin parce qu'il a peur d'être dépassé par tes compétences et de ne plus être en mesure de s'attribuer les mérites de ton travail il saurait pas les expliquer. Il saurait pas expliquer, les étapes par lesquelles tu es passé et cetera et cetera. Ou encore, les personnes qui ont tellement associé leur identité à l'intelligence, au savoir intarissable, à la réussite, au succès et cetera, aux congratulations, aux louanges, aux récompenses, quitte à renier la contribution des autres et à faire croire à qui veut l'entendre, et en premier à elles-mêmes, qu'elles se sont faites seules. Ces mêmes personnes qui finissent par remettre la faute sur les autres, le contexte, la météo ou que sais-je encore quand les résultats ne sont pas bons. Bref, les personnes qui singent l'autorité plutôt que l'incarner. D'un coup, je revoyais toutes ces figures d'autorité déséquilibrées qui ont fait éruption dans ma vie et que j'ai eu à recadrer avec une facilité, une aisance qui était assez désarmante pour eux. Et pourtant, cet écart ne m'a pas empêché d'être en lien avec eux non plus. Vous voyez? C'est-à-dire que je repense à ce patron, un homme cette fois, qui ressentait le besoin de taper du poing sur la table, d'hurler que c'était lui le patron, de s'asseoir sur le siège de ma responsable et de mettre les pieds sur le bureau. Oui, oui, c'est du vécu. Bref, d'user de tous ces simagrées pour me faire comprendre qu'il était au-dessus de moi. Cet homme qui ne savait communiquer son autorité qu'à travers une énergie de domination. Bref, vous l'aurez compris, l'autorité abusive vient me chercher quand même à plusieurs endroits de ma vie et à plusieurs moments de ma vie professionnelle. Le comble, c'est qu'avec le recul, c'est bien ma posture d'autorité qui m'a permis d'être en lien avec cette personne, de créer même un lien qu'il n'avait avec personne d'autre dans l'entreprise. Pendant que le bal des hypocrites battait son plein, c'est moi qu'il venait voir lorsqu'il avait besoin d'être mis face à la vérité. C'est comme ça aussi que je me suis retrouvée finalement à plusieurs reprises à manager mes managers, voire quelquefois à les coacher, vous voyez? L'autorité naturelle de l'assistante souveraine m'a servi à plusieurs reprises à garder et honorer ma dignité. Vous voyez vraiment ce truc de c'est pas parce que nous ne sommes pas au même niveau hiérarchique que j'ai moins de valeur que vous. Vous allez me respecter ou vous allez me virer. Mais si vous me gardez, vous aurez une assistante qui gère votre partie opérationnelle et mentale. Je vous ai donné mes origines. C'est donc pas une surprise si je vous dis que j'ai des ancêtres qui ont vécu toute leur vie en esclavage. J'ai fait l'arbre généalogique du côté de ma mère et la plupart étaient esclaves jusqu'à l'abolition. La grand-mère de ma grand-mère d'ailleurs est née esclave. Donc, si vous voulez, j'ai une valeur liberté marquée au fer rouge et c'est parfait ainsi. Quand on porte en soi des mémoires de vol de liberté, toutes nos cellules savent reconnaître la valeur de la liberté. Et l'autorité naturelle est pour moi garante et protectrice de cette liberté, de ma liberté. Vous n'avez pas hésité à lancer un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. Merci beaucoup. Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous Monsieur plaît. le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là.
Alors, votre perturbation vient de la justice des mineurs. Oui, monsieur le député, la majorité que vous avez soutenue pendant 2 quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député... Et cette autorité, elle va s'exprimer de différentes façons. Déjà, elle va s'exprimer dans ma manière de parler. C'est-à-dire que quand je prends la parole, je suis pleinement présente. Et c'est important que les mots que je choisis soient fidèles à la pensée que je souhaite partager. Et je crois que c'est cette recherche de précision qui me permet d'être affirmée. Plus je suis précise, plus je me sens proche de ma vérité. À partir de là, je ne vois pas ce qui peut m'empêcher d'être affirmée si je suis dans ma vérité. Encore une fois, en général, c'est cette posture, ma posture, elle va déranger les personnes qui singent l'autorité. Les personnes qui sont en paix avec ça ne sont pas déstabilisées. Et ça, je l'ai bien vu au cours de notre échange lors de l'atelier, où effectivement, les femmes qui étaient présentes ce jour-là étaient largement capables de m'accueillir dans toutes ces dimensions. Et c'est aussi pour ça que l'environnement est hyper important. C'est-à-dire que vous prenez un bijou, le plus beau des joyaux, vous le mettez dans le mauvais environnement, une déchetterie par exemple, il finira par se prendre pour un déchet. L'environnement joue, et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de me rendre compte que les femmes qui gravitent autour de moi sont des femmes qui ne sont pas impressionnées par l'autorité, qui sont capables de l'accueillir, parce qu'elles aussi vibrent cette autorité. Vous voyez? On est sur la même fréquence, donc on parle le même langage quelque part. Je ne me sens pas déstabilisée lorsque cette autorité prend la forme de la colère. Je suis capable d'accueillir tes émotions, même la colère. Les gens vont avoir tendance à attribuer la colère à la violence. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être en colère. La violence, pour moi, c'est le débordement de la colère. Mais si vous êtes capable d'accueillir la colère de l'autre, il n'y a aucune raison que les choses débordent, puisque l'émotion colère n'a pas besoin de venir vous attraper par le col pour que vous l'entendiez. C'est déjà le cas. Mon autorité, ma souveraineté, elles vont se manifester à travers la façon dont je vais m'exprimer. Les mots que je vais choisir, mon ton, toute la communication non verbale dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis rendu compte que, finalement, la part de moi qui pouvait paraître agressive pour certains ou certaines, c'était aussi la part de moi qui m'a permis de rester debout dans ma dignité, garante de ma liberté. L'idée n'est ni de m'en débarrasser, ni de changer. C'est tout simplement d'accepter que cette autorité a une place dans mon histoire, dans ma vie, dans mon énergie, et qu'elle a le droit, maintenant que je suis dans un environnement safe, de faire de la place à la douceur, à l'apaisement, au lien teinté de ma présence, équilibrée et harmonieuse. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Laissez vos meilleurs commentaires pour me donner vos impressions. Et d'ici là, on se retrouve dans 15 jours, je pense, pour un prochain épisode de La Voix entre nous. Ciao! Merci d'avoir écouté La Voix entre nous. J'espère que cette conversation a laissé en toi une trace, une question ou une petite étincelle. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, partager cet épisode ou simplement en parler autour de toi. Et si tu sens que quelque chose en toi bouge, questionne, appelle, alors c'est que La Voix entre nous a trouvé un écho. À bientôt.